Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursavoir.com. Bonjour Mathieu. Bonjour Raph. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va nickel. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode. Tout à fait, de même. Et t'as vu, on annonce des épisodes et on les fait derrière. On commence à progresser quand même. Et ça, c'est 2021, mon gars. Ça fait partie des résolutions que j'ai pas faites, mais que je ferai à la fin de l'année après l'avoir tenue. Voilà, c'est ça. Après avoir lu Joko, et ben maintenant c'est bon quoi. On annonce un truc, on it, on le fait. Extreme ownership, on fait ce qu'on a dit, point barre. Voilà. Et donc pour ceux qui nous ont suivis, on a dit la semaine dernière, et ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, parce que ça c'est encore une autre paire de manches, on vous a proposé de regarder The Truman Show, le film avec Jim Carrey, pour qu'on en parle aujourd'hui et qu'on l'analyse. Et du coup, moi je ne l'ai pas regardé, mais toi oui. Donc c'est déjà ça, il y en a un sur deux, tu vois. Tu as été plus responsable que moi. Donc en tout cas, toi tu l'as revu, moi je l'avais vu plusieurs fois, j'ai quand même des bons souvenirs, et puis j'ai regardé quelques petits résumés par-ci par-là. Et on va ensemble aujourd'hui l'analyser comme d'hab, en suivant toujours le même procédé avec notre grille de lecture estampillée Memento Mori qu'on a. Et donc on va le réviser. On prévient qu'il y aura des spoils. Oui, voilà, complets. On n'est pas spoiler free, machin et tout. Ouais, c'est si ça. vous n'avez pas vu le film, écoutez pas l'épisode. C'est ça. Et puis en même temps, bon voilà, un film qui est aussi vieux et aussi classique que celui-là, bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Tu peux pas dire mince, oui, mais qui m'ont à un moment spoilé. donné, faut faire ses devoirs, quoi. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut que chacun soit extreme ownership et face au classique. Et si tu l'as pas regardé, ben note-le dans ta to-do list. Truman Show, c'est vraiment family friendly, quoi. Il n'y a pas de matériel sensible dedans. Donc on peut regarder sans problème. On peut regarder avec mamie, avec maman. On peut regarder dans l'avion. Il n'y a aucun problème. Même les enfants peuvent regarder. Mais je pense que les enfants ne comprendront pas. Ouais, ou ne saisiront pas peut-être la portée du truc. Et je trouve que c'est un film qui a vraiment très bien vieilli. Alors, il a cette patine un peu, je sais pas si on dit ça, des années, des fin 90, tu vois. Oui. Moi que j'aime beaucoup dans l'image. Oui, à la pellicule, là, un petit peu. Ouais, je vois, un c'est petit vraiment filtre. Sympa, tu vois, oui, tout à fait, ouais. J'aime bien mater les films des années 90. Ouais. Mais l'histoire, elle est excellente et elle résonne d'une manière particulière aujourd'hui, quoi. Ouais. Surtout avec les réseaux sociaux, la télé-réalité. Je sais que j'en avais pas mal parlé sur l'épisode de la télé-réalité parce que je l'avais rematé juste avant, je crois. D'accord. Donc il était temps qu'on fasse un épisode. Oui, il était temps qu'on fasse un épisode. Faut pas que je le remate tous les 20 épisodes. Oui, c'est ça. Non. Et vraiment un très bon film. Un très bon film qui fait beaucoup réfléchir. Et qui est très intéressant pour nous dans notre cadre de Memento Mori. C'est ça. Je trouve que c'est un film excellent aussi pour la discussion. Ouais. Je trouve que c'est un film qui fait réfléchir tout le monde et sur lesquels on est facilement en train de parler justement de vision du monde et de changement de vision du monde. Il y a même une réflexion sur la vision du monde dans le film. Finalement, le film pose la question comment on peut sortir d'une vision du monde. Et c'est un des biais en fait du producteur Christophe. On va parler de tout ça, mais qui dit en fait le truc c'est que même si vous lui présentiez la réalité alternative ou la réalité tout simplement, Truman préférerait rester dans l'illusion. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a la question, est-ce que... ça rejoint la question à $1000, quoi. Ça rejoint la question à $1000, ouais. Tout à fait. Ouais. Excellent. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Matt, c'est qu'on va
On va le pitcher, peut-être, on va commencer par ça. Et puis ensuite, on va voir, on a toujours quelques étapes essentielles, c'est-à-dire la première qui est celle de comprendre, essayer de comprendre ce que nous dit le film, ce que l'univers du film, les personnages, la problématique, le dénouement, etc., que nous dit le film. Quelle est la question qu'il soulève, et ensuite le confronter avec la vision biblique du monde, parce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Je recite Mike Cosper, qu'on cite au début de notre document. Les films font écho et forment nos désirs. Si l'art décrit correctement le cœur humain, il va refléter à la fois la corruption de l'humanité et la soif du cœur humain qui aspire à l'éternité, à la beauté, à la rédemption. Tout ce que nous trouvons dans l'Évangile. Et donc, chaque histoire fait écho à la grande histoire, et c'est pour ça qu'on trouve des points de contact, mais la déforme aussi, c'est pour ça qu'on trouve des points de contraste. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va chercher à comprendre, on va chercher à confronter, et ensuite voir comment, justement, tu disais que c'était intéressant ce film pour nos discussions, de voir justement comment ce film crée des ponts qui peuvent être utiles pour l'annonce de l'évangile et comment ça fait des liens, voilà, avec l'évangile tout simplement. D'accord, alors on est parti. Yes. On se pitch tout ça. Peut-être je te propose, moi je commence à pitcher de ce dont je me souviens, et toi tu l'agrémentes de précision, de sel et de saveur. D'accord? Vas-y, bonne idée. Donc, en gros, ce film nous raconte l'histoire d'un personnage qui est Truman. Hein, c'est son prénom, son nom de famille, je ne sais plus. Truman. Son prénom, Truman Burbank. D'accord. Truman, qui est en fait le héros d'une télé-réalité, mais à échelle gigantesque, puisqu'il vit enfermé dans une île. C'est une île artificielle avec une mer autour de lui. En fait, il y a un dôme au-dessus. C'est un truc gigantesque. Je ne sais plus les dimensions, est-ce qu'ils en parlent, mais c'est plus grand qu'une ville. Alors, en fait. À un moment donné, il y a juste... voilà, on Vision, voit le dôme du et ciel, ils disent à côté de... C'est le seul monument à côté de la muraille de Chine qui est visible depuis la Lune. Voilà, donc un truc gigantesque. Et donc on a créé, en fait c'est le plus gros studio du monde que tu puisses imaginer, il y a même la météo dedans, enfin il y a tout, c'est un truc de fou. Et donc lui vit dedans depuis sa naissance, et en fait lui il n'est pas un acteur, il est un vrai personnage qui a une vraie vie, mais qui ne sait pas qu'il est dans une télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y a des caméras qui sont truffées, l'univers est truffé de caméras de partout, et toutes les personnes autour de lui, hormis lui, sont des acteurs. Et donc lui va vivre là-dedans, et les gens à l'extérieur suivent la vie de Truman Show, ils ont grandi avec lui, ils ont tout suivi son histoire. Ça va là pour le cadre, j'ai bien posé? C'est super. C'est ça. Et ensuite, donc, que va-t-il se passer, Matt? Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est vraiment justement ça, un monde idyllique. C'est-à-dire que on a l'impression d'ailleurs que ce monde est parfait. Je crois que d'ailleurs ça s'appelle Paradise quelque chose, le nom de la ville. Ouais. Je me souviens plus. Mais voilà qu'un beau jour, une étoile tombe du ciel. Cette étoile n'est rien d'autre qu'un projecteur en fait qui faisait l'étoile. Et voilà que apparaissent des glitches, des bugs en fait dans ce monde, dans la matrice, que Truman commence à se poser des questions. Ouais. Il y a quelques problèmes techniques qui lui mettent la puce à l'oreille. Ouais. Et puis en fait, de fil en aiguille, Truman va commencer à se poser la question, quel est le problème en fait? Il y a un problème. Et quel est ce problème? Et derrière, il y a le développement de ce personnage. Et l'histoire de ce personnage, c'est que depuis tout petit, Truman rêve d'aventure. Mais qu'il est forcé par la providence qu'il a à l'entrée d'un producteur de télévision, en fait, Christophe, qui est ce producteur qui est
le producteur de cette télé-réalité, Truman Show, Qui par tous contrôle les moyens tout. possibles, on empêche Truman de réaliser ses rêves de voyage. d'aventure. Et avec des choses plus ou moins drastiques, quoi, des moyens plus ou moins drastiques, notamment dans l'histoire que le producteur a développée, il y a la mort traumatique du père de Truman, Oui. qui est bien sûr un acteur, Dans un bateau. qui hein. meurt en mer. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Pour lui faire peur de la mer et pas sortir par la voie Exactement. marine. Ouais. Et du coup, Truman développe une phobie de la mer et il est forcé de rester dans son île, quoi. Et en fait, tout le film va poser la question est-ce que Truman va réussir, à lever le voile, à ouvrir le rideau sur les rouages de son existence, qui est juste une pièce de théâtre, dont il est à la fois le héros, mais aussi la victime, puisque tout le monde se joue de lui. Et de comment ça va terminer. Et d'ailleurs, on a un plan sur la veste de celle dont il tombera amoureux à la bibliothèque. Cette veste qu'il a gardée, en fait, c'est une femme qui va continuer à l'obséder depuis ces années à l'université. Oui. Mais cette femme a voulu révéler le poteau rose à Truman. Du coup, elle se fait évincer par la production et il ne la reverra plus. Et sur sa veste, il y a un petit un badge qui demande How's it going to end? Comment cela va se terminer? Et en fait, ce film a une visée eschatologique. C'est-à-dire que on se pose la question et on a une double vision du monde. C'est-à-dire qu'il y a la vision du monde de la réalité et la vision du monde de ce monde encapsulé, de cette télé-réalité. C'est ça. Il y a deux échelles donc, il y a deux échelles, quoi. Exactement. Et la question, c'est est-ce que Truman va traverser cette interface pour passer de l'un à l'autre. Et ça pose la question de comment on fait aussi pour changer de vision du monde, puisque une chose que dit Christophe, c'est que on croit en fait ce qu'on nous donne à voir. Et donc la question, c'est est-ce que Truman va réussir à voir la réalité. Et Christophe dit nous acceptons la réalité du monde telle qu'elle nous est présentée. Donc voilà, il y a plein de trucs. On va développer aussi l'histoire. Alors, et pour finir le pitch. Ah, tu donnes la tu veux pas finir le pitch? Si, ok. on finit le pitch. Non, mais vas-y, si tu voulais faire un effet de dévoilement plus tard. Ouais, je voulais le garder. Bah vas-y, on le garde. Mais c'est vrai qu'il c'est tellement. Il y a la mise en scène symbolique. Si tu veux savoir ce que c'est, faire une école dans la cinématographie, tu regardes ça, quoi. Ouais, c'est hyper bien fait. Ouais. C'est très simple. Ouais. Et c'est très beau. Et il y a une vague dedans. C'est ça. Il en fallait une. Il en fallait une tout le temps. Ouais. D'accord. Alors, du coup, quand on comprend ce monde, on va tenter de le comprendre. C'est que nous dit le film sur le monde. Première grande question qu'on peut se poser sur le monde et les personnages. Bah justement, c'est là où c'est intéressant direct parce que sur le monde extérieur à la vie de Truman, c'est le monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le monde tel qu'il ne devrait pas être. Enfin, plutôt tel qu'il est, c'est-à-dire un mélange de bon et de mauvais. Voilà. Par contre, quand on regarde la télé-réalité de Truman, le monde de Truman, on a un monde tel qu'il devrait être. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un monde extrêmement lisse où le mal existe, puisqu'on a la disparition de son père, la disparition de cette femme qu'il aimait. Donc la peine existe, mais elle est extrêmement contrôlée et elle n'est là qu'en dernier recours. C'est-à-dire que c'est un moyen pour la production en fait de pallier à une situation qui sans cela en fait aurait dégénéré. Et elle est presque anecdotique par rapport à ce qu'il vit. C'est-à-dire que il y a un épisode un petit peu
il y a une mythologie, quoi, avec son père qui est mort, il y a un Exactement. récit qui est là pour le garder. Il y a cet événement, bien sûr, qui crée, et ça, c'est bien malgré eux, quoi. C'est quelque chose qui dépasse la production, et bon, il y a ce souci de contrôle, bien sûr, mais dans un monde qui... Et ça, c'est intéressant, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais même dans un monde qui veulent à tout prix contrôler, ils peuvent pas empêcher le péché et les effets noétiques du péché, quoi. Tout à fait. Mais il y a l'idée quand même d'un optimisme. Alors, on le développera dans un autre épisode. C'est très Sims. Ça ressemble. Exactement. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse de l'autre. Les allées sont nickel. Le petit chien-chien, le quotidien bien huilé, etc. C'est s'ennuie à mourir. Mais bon, en tout cas, c'est un cadre qui ressemble beaucoup à tu sais, moi j'avais fait un truc sur le premier épisode de Desperate Housewives, sur le contraste que tu as entre l'esthétique qui est parfait, en fait, qui ressemble totalement à The Truman Show, sauf que là, par contre, dès que tu sors de l'esthétisme et que tu vois la réalité des vies des personnages, c'est hyper dark. Mais tu retrouves ça, ouais, un peu cet idéal américain, tout parfait, tout beau, tout propre, quoi. C'est ça, et c'est clairement une critique de la société américaine. Ouais. Et de l'idéal américain. Et d'ailleurs, Christophe, à la fin, quand il prend, donc le producteur, quand il prend le micro pour convaincre Truman de rester, de ne pas quitter, en fait, de ne pas s'affranchir de ce monde, il dit, mais dehors, tu vas pas trouver plus de vérité que dans le monde que je t'ai créé. Il y a les mêmes mensonges, la même déception. Et en fait, il essaie de le convaincre que dehors n'est pas mieux que ce qu'il vit. Donc voilà, il y a une question fondamentale sur l'univers moral, le monde et la bonté du monde, etc. Et la question de la liberté. Donc ça, c'est vraiment des grosses questions qu'on va développer. Et la question, c'est, en fait, il y a une question avec pourquoi j'ai parlé de ce badge, parce que finalement, de l'extérieur, c'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire, à quel moment ça va se finir, l'illusion, et comment ça va se finir. C'est la question que pose le badge. Et on s'imagine que ce badge-là, il n'y a pas de commentaire qui est fait dessus, mais on s'imagine que c'est un élément de merchandising, tu vois, un gadget. Ça fait partie de la pub, du marketing, quoi, qui est autour Exactement. de la série. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on est dans un monde, celui de Truman, qui est tel qu'il devrait être, mais qui n'arrive pas à l'être complètement. Ouais, c'est ça. Et lui, dedans, tu n'arrives justement pas à l'ôter de cette malgré qu'on lui offre un monde idyllique, utopique, où il a tout ce qu'il faut pour être heureux, lui aspire à autre chose, envers et contre tout, et ça, tu ne peux pas contrôler ce qu'il y a dans son cœur, quoi, malgré tout, quoi. Il y a cette aspiration. Je me souviens, là, je regardais 2-3 trucs, tu vois, même t'as des posters, tu sais, avec des crashs d'avions qui sont mis pour lui faire peur de prendre l'avion. Enfin, tu vois, il y a tout qui est fait, mais malgré la peur, malgré tout ce que voilà, il y a au fond de lui cette envie d'aventure, d'ailleurs, de cette femme qui est une autre que celle qu'on lui a donnée, etc., quoi. Ok. Est-ce que tu veux aborder justement un peu le double, le fait qu'on a deux mondes superposés au niveau des personnages? Bon, il y a lui qui est dedans, qui est un peu justement cette marionnette. Mais Christophe, c'est aussi un personnage hyper intéressant. Ouais, donc Christophe, c'est le producteur. Avec son petit béret Kangol à l'envers. Exactement. Tu vois. C'est le producteur du show. Ed Harris. Et Ed Harris, ouais. Super, excellent acteur. Ah ouais, dans The Rock. Ouais. Avec Nicolas Cage, là. Oh là là, magnifique film. Qui joue d'habitude des méchants. Et bon, là, qui est un peu le méchant du film aussi. Mais en fait, il est
Il est chauve. Il est chauve. Il est chauve. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est la classe. Ça fait un mec dans notre camp en plus. Ah voilà, oui, c'est comme nous. Mais il y a Bruce Willis, il y a lui, il y a Gérard Jugnot, tu vois, il y a... Il y a Dwayne Johnson. Voilà. D'ailleurs, qui est le fils de Gérard Jugnot. Tu savais pas ça, hein? C'est un fun fact. Tu le sors à ton prochain dîner de famille. Tu vas couper la chic à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu les vois. Et franchement, fais un film avec Gérard Jugnot et Dwayne Johnson. Alors là, t'as la vraie comédie d'action, tu sais. C'est un film mi-action, mi-comédie française. Ouais, oh purée, l'angoisse. Ouais, c'est un truc sur lequel on fera pas d'épisode. Non, c'est sûr. Mais il a une double casquette ou un double visage. C'est-à-dire que c'est à la fois Dieu, c'est clairement le dieu de ce monde. Hein. En fait, c'est celui il contrôle la météo, il fait pleuvoir, il fait lever le soleil quand il veut. Ouais. Il peut parler depuis les cieux. Son bureau est dans la lune. Ouais. Donc il est littéralement dans le ciel. Donc il est clairement présenté. Il est omniprésent, omniscient, il voit tout, il sait tout, c'est Dieu quoi. C'est le Dieu de ce monde. C'est un type de Dieu, c'est ça. D'ailleurs, ce qui va poser la question, est-ce qu'il arrive à contrôler sa création? Ça, c'est une autre question. Et on voit à la fin que c'est pas que Dieu, c'est aussi le père de Truman. C'est celui qui l'a vu naître, celui qui l'a vu grandir. C'est celui qui aussi prend soin de lui. Il y a l'idée de providence, de provision. Oui, puis il y a une forme quand même d'affection. Enfin, clairement, il le manipule, mais il y a où il est attaché à lui. Je me souviens où il le caresse derrière l'écran. Enfin, il y a le Dieu créateur et Dieu père, quoi. C'est ça. Et donc voilà, il y a ce personnage qui est intéressant. Après, les autres personnages principaux, ça va être la fausse mère de Truman, c'est-à-dire l'actrice qui joue la mère de Truman. Sa femme. La fausse femme de Truman. Le faux meilleur pote de Truman. Qui sert qu'à faire des placements de produits. Ouais. Alors, c'est surtout sa femme, mais son meilleur ami aussi. Hein. En fait, sa vie est un placement de produit, quoi. Ouais, et surtout qui résonne bien aujourd'hui. Hein. Qui résonne bien aujourd'hui. Ouais, c'est dingue. Mais c'est ça, tu vois qu'il y avait tout en germe. Ils avaient vraiment discerné. Ils avaient vraiment discerné de comment ça allait. Ça allait évoluer, quoi, ce que ce soit la télé-réalité, tout ça. Alors bien sûr, on n'en est pas dans leur dimension à eux, mais que ce soit le placement de produits, tout le côté accro qu'il y a, etc. Enfin, je trouve que c'est fort quand même. Non, c'est très 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 bon. Ils étaient en avance. Et puis l'autre personnage, je dirais le troisième personnage après Truman et Christophe, c'est donc cette femme que Truman rencontre, dont il tombe amoureux, qui veut lui révéler la vérité et qui continuera d'espérer, après avoir été évincé de l'émission, que Truman soit libéré de cette illusion. Et en fait, c'est extrêmement triste parce que en fait on découvre, nous on le sait, mais Truman découvre petit à petit que tous ceux qui l'entourent jouent la comédie, quoi. Joue un rôle. Et donc il n'a ni famille ni amis. Il est seul en fait. Il est le seul. Donc voilà pour les personnages. Excellent. Alors, en termes de problématiques que ça soulève, qu'est-ce qui on a déjà dit ce qui pousse Truman un petit peu qu'est-ce qui l'empêche d'être heureux et de se satisfaire de cette vie dans laquelle il est. Il y a clairement quelque chose, cette soif de
comprendre le monde, enfin, où il y a des incohérences dans son monde, et ça, c'est quelque chose qui met vraiment la puce à l'oreille. Mais il y a aussi des choses profondes, comme l'aspiration à l'aventure, à découvrir quelque chose de plus grand, enfin, tu vois, de découvrir la création au-delà de son île. C'est-à-dire de vivre à la vraie échelle de la création, en tout cas sentir que c'est quelque chose de possible. Et puis il y a aussi l'amour de cette jeune femme qu'il avait croisée. Ouais. Il y a la question vraiment de la liberté au plus fondamental. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est-à-dire que tout, à un moment donné, nous présente l'idée que Truman ne peut pas être heureux dans cette fiction et qu'il a besoin de partir, en fait. Il a besoin de découvrir la vérité et que sans la vérité, sans la possibilité de voir et de vivre dans le monde tel qu'il est, en fait, on peut jamais vraiment être heureux, notamment parce qu'on n'est pas libre. Donc, il y a un lien entre la vérité, la capacité de connaître la vérité et la capacité de vivre la vraie liberté. Donc, c'est ultra intéressant pour nous en termes de vision du monde, parce que l'illusion et la déception vont de pair. Et la vérité et la liberté vont de pair. Ouais. Il ne peut pas y avoir de réelle liberté sans vérité. Et alors, ça pose la question, c'est une question qu'on va se poser dans la confrontation, mais je la pose maintenant. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit de connaître la vérité pour pouvoir être vraiment libre? Et est-ce qu'il suffit d'être vraiment libre pour pouvoir être heureux? Nous on dit oui, mais en fait ce sera pas du tout la même grille d'analyse que celle du film, en fait. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que la transcendance est aussi une illusion dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect de transcendance. La seule transcendance qui est, c'est une illusion de transcendance. Oui, c'est une symbolique, quoi. Une transcendance symbolique de passage d'un monde à l'autre, d'une réalité à une autre, mais en fait, tu es dans le même monde clos. C'est ça. C'est juste, tu passes d'une pièce à l'autre, en fait. Et du coup, alors, parce qu'il y a plein de grilles d'analyse du film, et une des premières grilles, ce serait par rapport au consumérisme ou au capitalisme, par exemple. Une deuxième grille, ce serait justement par rapport aux religieux. C'est-à-dire que, est-ce que nous, en tant que croyants, on est forcément dans la même situation que Truman? C'est-à-dire en proie à un Dieu qui dirige toutes nos actions et enfermé dans une illusion. Et ça pourrait être une grille d'analyse. Oui, tout à fait. Mais ça, on va y répondre dans la troisième partie. Et c'est là où on a, à mon avis, une occasion unique de présenter le christianisme avec ce film. C'est que justement, on casse un peu les clichés qui pourraient ressembler au storytelling de Truman pour présenter justement la vraie solution, celle que le film esquisse, mais qu'elle ne permet pas vraiment d'articuler. Moi, je me souviens, j'avais déjà utilisé ça quand je discutais avec l'une ou l'autre personne. C'est une image souvent que je reprends quand ils me disent « Ouais, mais Dieu, s'il existe, pourquoi il fait ci, ça et tout ?» Je dis « Ouais, t'es en train de dire c'est un petit peu un Dieu comme dans Truman Show, quoi. Tu vois, comme le réalisateur qui fait d'un personnage sa marionnette, quoi. » Et oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que quand tu penses la chose, même d'un point de vue athée, tu te dis « Bah ouais, si Dieu il existe, il est comme Christophe, quoi. » C'est un peu ça. Et je trouve il y a une autre aussi analyse, c'est le rapport aux médias qu'on peut avoir. Ça interroge, où je pense que ce film a été fait à une époque où ça a explosé aussi, la télé-réalité explosée, et sur ce fait de ce voyeurisme qu'on a, de vouloir regarder les gens dans leur intimité. Je me souviens où il y a des zooms quand lui il est triste ou quand il pleure. Tu vois, où les gens peuvent observer ça de près.
où c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, qui interroge sur la façon dont finalement le spectateur participe à l'esclavage de Truman. C'est-à-dire qu'il est en proie, enfin il est entre les mains de son dieu, hein, de Christophe, le producteur-réalisateur, mais tous les gens en suivant et en demandant du show poussent, alimentent aussi la chose. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui interroge. On en avait parlé quand on avait fait sur la télé-réalité aussi, dans quelle mesure les personnes qui sont dedans sont en même temps victimes et manipulées, jouent de ça parce qu'eux, ils savent dans quoi ils s'engagent, mais en même temps sont bien des pigeons entre les mains de personnes plus cyniques et auxquelles participe aussi toute la foule qui suit toutes ces personnes-là, quoi. Donc c'est aussi un truc culturellement qui est intéressant à prendre en compte. D'accord. Et alors, dans ce monde, si on essaie de comprendre quelle est la finalité, en fait, quel est l'espoir, la solution, qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce que il arrive à sortir de cette île-là? Est-ce qu'il réalise, donc on l'a dit déjà tout à l'heure, en fait, il prend conscience qu'il est dans un monde qui est faux. Il y a même le réalisateur qui va lui parler, lui tente d'affronter ses peurs pour se sortir de ce monde-là, mais au final, est-ce qu'il va parvenir à pouvoir sortir de ce monde et retrouver la vraie liberté? Quelle est la fin? Est-ce qu'il va réussir à surmonter sa peur pour pouvoir se confronter à la réalité, ou est-ce qu'il va vouloir vivre toujours dans ce monde-là? Ouais, alors effectivement, la fin est un tournant, c'est un renversement. Pourquoi? Parce que surmontant toutes ses peurs, allant au bout de ses doutes, Truman décide de partir, de quitter le monde qu'il connaît, ou en tout cas d'aller au-delà de la mer. C'était finalement l'horizon, et puis d'aller de l'autre côté, de se demander qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Et donc il part, et il part avec des suspicions, et même des très très grosses suspicions, parce qu'il se met à parler à la caméra. À la fin, il y a une tentative désespérée de Christophe et de toute la production de non seulement dissuader, mais même d'empêcher Truman de partir, et il se lève, il fait lever une grosse tempête, etc. Et en fait, on a Truman qui essaye d'échapper, puisqu'il fait un plan d'évasion, il s'évade, il creuse un tunnel. Enfin, chez lui, il y a vraiment l'image de l'évasion. Et finalement, envers et contre tout, Truman décide d'aller au bout de sa quête, et il arrive à la fin de son monde, littéralement. Il crève l'écran. C'est-à-dire que la proue de son bateau vient enfoncer le décor du monde, et du dôme. On a cette dernière image qui est magnifique, où il longe comme ça l'écran, le ciel. Il y a un escalier qui mène à une porte, et on a aussi une inversion, c'est-à-dire que Truman laisse derrière lui un monde idyllique, où toutes les conditions peuvent être toujours les meilleures, pour aller dans l'inconnu, qui est ici symbolisé par une porte ouverte vers l'inconnu, justement, noir. C'est-à-dire que d'habitude, on a l'image d'une libération avec une lumière, avec un tunnel où enfin on voit la lumière de l'autre côté, etc. On essaye d'échapper à une condition mauvaise en ayant la certitude et l'espérance que ce qui nous attend est une libération. Et là, la libération, elle pose la question de l'inconnu. Et finalement, la question qui se pose à la fin, c'est: est-ce que Truman va survivre dans le vrai monde? Comment il va vivre cette transition? Mais il y a cette résolution et cette possibilité pour Truman d'être enfin libéré, et pour le show, le Truman Show, la télé-réalité, de finir, et pour la vraie vie de Truman de commencer.
celle où il fait ses propres choix, où il est vraiment le maître de son destin. Et on a derrière cette image à la fin de Truman qui non seulement va conquérir ses peurs en naviguant sur la mer, mais aussi être le capitaine de son bateau. Il s'y attache, un peu comme Akab dans Moby Dick, où il s'attache à son bateau, il veut être maître de son destin, quel qu'en soit le coût, quitte à risquer sa vie, parce qu'il préfère justement la liberté à l'illusion. Donc ça se finit avec ça se finit avec une résolution et un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une référence? C'est William Blake, je crois. Attends, je dis peut-être une bêtise. Je sais plus. Tu sais, je suis le capitaine de mon bateau. Un très célèbre poème là, anglais où il fait référence à ça. Ça m'a fait penser à ça, ce que tu dis, et je trouve que dans la symbolique, c'est ça, quoi. C'est vraiment, je prends les rênes de ma vie et je suis le seul maître à bord. Et je peux m'en sortir. Et c'est vrai que cette image symbolique, littéralement, de la porte qui est dans le ciel, en fait, et où il passe de l'un à l'autre vers cet inconnu, qui ne promet pas d'être non plus, bien sûr, parfait, parce que c'est l'inverse, c'est ce renversement que tu as très bien noté, où en fait, il sort d'un monde inconnu. C'est presque le chemin inverse de l'âme qui monte au ciel, tu vois, tu descends tu sors du ciel pour revenir sur terre, tu sors d'un paradis mais qui n'avait rien de réel pour venir dans la réalité et t'y confronter. Et ça c'est vraiment très intéressant aussi, ce qu'on retrouve là-dedans. Ouais, alors le poème dont tu parlais, peut-être c'était plutôt Invictus. Oui, c'est ça. De Henley ou Henley, William Ernest Henley. C'est ça. Je te le lis, ça nous fait un peu de culture. Vas-y. Dans Memento Mori. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, sous les coups du hasard, ma tête saigne mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. C'est cela. Et finalement, tu retrouves ça. Tant qu'on est dans la symbolique, je me demande s'il n'y a pas aussi un truc, je suis sûr que ça doit exister, ça, des liens avec le mythe de la caverne. Forcément, je pense qu'il y en a qui ont dû faire le parallèle, quoi, avec Platon. Je veux dire, tu sors du monde factice, le monde des sens, pour arriver au monde intelligible, celui de la connaissance, et parvenir à la vérité. Je pense qu'il y a une allégorie. Tout à fait. Souvent, forte, dans les analyses, on fait le rapprochement entre le mythe de la caverne de Platon et le Truman Show, très bien vu. Effectivement, la quête de la libération de l'illusion pour atteindre la liberté et la responsabilité. Ouais. Et la raison, la connaissance, le doute, la démarche de connaissance, très intéressant. Et alors, la question, et on ne sait pas, hein, le film s'arrête là-dessus, hein, si je me souviens bien. Exactement. Il y a sa sortie, mais on ne sait pas ce que va arriver sa vie derrière, et il ne nous raconte pas que 6 mois après, il était alcoolique, et 1 an après, il était suicidé dans un motel. C'est ça. C'est ça, parce que le choc était trop violent, quoi. Et le film s'arrête là-dessus. Ouais. Avec l'idée que finalement, seul compte la libération. C'est-à-dire que si on a fait ça, finalement, peu importe ce qui arrive après, au moins on est libre. Au moins on est libre. C'est ça. Et alors, est-ce que pour toi, tu arrives à identifier la question à $1000 ?
quelle est la question que te pose The Truman Show? Ouais. Ben, pour moi, la force de Truman Show, justement, c'est que la question qu'il pose, il n'y répond pas, mais il nous aide à la poser. Oui. Et justement, cette question, je dirais qu'elle est dans l'articulation de la liberté, de la vérité et du bonheur. Et je dirais, est-ce que la connaissance de la vérité nous permet d'être réellement libre et réellement heureux? Et en fait, ça, c'est... Oui. Ça, le film, il répond en filigrane et sous-entend que, oui, en fait, il suffit d'être libre et de connaître la vérité pour être heureux ou du moins y avoir accès. Tu vois, il y a une question de possibilité. Mais il y a une, je pense, une réponse qui est sous-entendue, c'est-à-dire que ce qui empêche vraiment Truman d'être heureux, c'est qu'il ne connaît pas la vérité et qu'il est enfermé dans ce monde. Et que donc, si il a la connaissance de la vérité et il a la liberté, alors il sera heureux. Ouais. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai noté. C'est est-ce qu'on peut être heureux sans connaître la vérité? Ouais. Et peut-être l'autre et la question sous-jacente, enfin plutôt la question que pose le film et qu'elle nous pose à nous peut-être aussi, c'est est-ce qu'on préfère être dans un confort illusoire ou dans une insécurité réelle? Ouais. Tu vois, où il est c'est illusoire mais c'est confortable, il a tout ce qu'il y a, il fait tout pour lui dire ici c'est mieux que dehors t'auras pas mieux. C'est une insécurité, mais par contre ça c'est le monde réel et je veux être confronté à ça. Je trouve que c'est... Ouais, c'est ça, et puis il y a une ironie dans le fait que il y a une interface qui est la télévision, et pendant tout le film on voit que ceux qui regardent le Truman Show ont envie de vivre ce que vit Truman parce que c'est la manière dont le show est pensé. Christophe veut faire du show quelque chose qui donne l'espoir à tous les gens qui le regardent, et finalement leur permet d'échapper justement à la réalité, à sa déception, à ses mensonges, à la dureté, etc. Avec ce monde idyllique qu'il a créé. Et pendant tout le film, Truman voudrait être comme ceux qui sont dehors. Et donc, le film pose la question, mais finalement, est-ce que c'est mieux d'être dans la télé-réalité ou est-ce que c'est mieux d'être dehors? Avec la réponse, encore une fois, sous-entendue que c'est mieux d'être dehors, et avec la critique que tous ceux qui regardent la télé, c'est-à-dire la vraie société, voudraient à tout prix atteindre ce qu'ils voient dans l'écran sans se rendre compte que loin de garantir leur bonheur, justement ça l'empêcherait. Et qu'ils sont dans le monde des possibles, ils sont dans le monde qui permettrait à Truman d'être heureux, mais eux n'y arrivent pas et voudraient être dans le monde de Truman. En fait, il y a un gros truc avec Matrix, quoi. Entre la matrice et le monde réel, où finalement, comme Neo qui fait le choix avec la pilule, lui à la porte, et il doit faire le choix de l'illusion ou de la vérité. Et je trouve que, pour aller... je puise encore dans mes souvenirs, hein, mais si je me souviens bien, il fait le salut d'un artiste à la fin. Et ça aussi, c'est, tu vois, voilà, j'ai été un acteur, j'ai été votre acteur, j'ai été votre marionnette. Maintenant, je quitte la scène et je vais dans la vraie vie, quoi. Et c'est quelque chose, alors qu'il était censé, qu'il n'était pas acteur quand il était là. En fait, il se rend compte qu'il était acteur malgré lui de la vie des autres. Pour les autres, et en fait il s'affranchit de ça et c'est super chouette. Ok, alors comment répondre, comment confronter
quels sont les points de contact que l'on a avec la vision biblique du monde, qu'est-ce qui fait écho et qu'est-ce qui fait contraste avec ça. Ouais, bah alors, clairement, un point de contact, en tout cas dans le monde de Truman, c'est que le monde de Truman est pensé comme un Éden. Ou en tout cas à la prétention d'être un Éden. C'est-à-dire un environnement sécuritaire, caractérisé par l'harmonie, par la bonté, l'esthétique. Et donc on a un clair rappel à l'Éden. Par contre, il y a un point de contraste, alors je le signale maintenant puisqu'on parle de l'Éden, c'est-à-dire que le point alors je donne d'abord un autre point de contraste avec l'Éden, c'est le mandat culturel. On a implanté dans Truman l'idée que il veut voir ailleurs, il veut développer le champ des possibles, il veut contribuer au monde ailleurs, etc., découvrir. Et donc il y a ce lien avec le mandat culturel où l'homme a été créé pour développer le potentiel de la création. Alors à la gloire de Dieu, mais on l'a dit ici, c'est un gros point de contraste, il n'y a pas de transcendance. Mais en tout cas, dans le cœur de Truman, il y a cette idée de conquête. Un des points de... Non, je garde les points de contraste pour tout à l'heure. Qu'est-ce qui rappelle la chute chez Truman? Alors la question, elle est plus dure parce que de l'extérieur, ce qui rappelle la chute, c'est déjà le mensonge, la tromperie. C'est ça, la manipulation. C'est ça, tout son monde en fait est un mensonge et il est diminué en tant qu'être humain puisque il n'est pas maître de son histoire. Il est instrumentalisé. Et donc en fait, tout son monde en fait est un mensonge. Et ce qui est bien, je trouve le point fort qu'on a dans la réalisation, c'est que on n'est pas que du point de vue de Truman. Tu vois, ils auraient pu nous faire découvrir en même temps que lui que finalement progressivement qu'il est dans une illusion. Mais pour nous, en fait, le monde, on peut même pas l'apprécier parce que dès le début, on sait qu'il est fake. Ça. On sait qu'il est laid et du coup, on peut pas se laisser piéger comme en tant que spectateur, quoi. Et c'est d'ailleurs le vrai point de vue omniscient, c'est celui du spectateur du film. Oui. Qui rajoute en fait un layer, un calque supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement on voit le monde de Truman de haut, mais on voit ceux qui contrôlent le monde de Truman de haut. Et donc ça nous place dans un avantage certain. Est-ce que tu es avec moi, Raph? Oui, je suis toujours là, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Tu peux y aller. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur la chute ou est-ce qu'on passe à la rédemption? Non, je pense qu'on peut passer à la... Enfin, si, au niveau de la chute, je dirais le point qu'on a aussi, c'est finalement, on a l'image de Dieu a priori quand on regarde Christophe. Mais en fait, finalement, il ressemble plus à l'image de Satan, tu vois, qui veut te maintenir dans un mensonge, dans une illusion. Et c'est un Dieu il est une parodie de Dieu. C'est-à-dire qu'il se prend pour Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est ça qui est important, et c'est qu'il se prend pour Dieu et il ment et il veut manipuler, il veut contrôler pour la perte. Pas pour le bien de Truman. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui rappelle la rédemption? En tout cas, dans ce monde où le problème, on va dire... D'ailleurs, c'est là où, quand tu as deux mondes, c'est un peu compliqué, mais le vrai problème de Truman, justement, tel que nous est présenté le film, c'est qu'il n'a pas de liberté, qu'il ne connaît pas la vérité. Et donc la rédemption va venir de son affranchissement, un affranchissement encore une fois de l'illusion et aussi de l'emprise de ce monde. Ouais. Et donc tout le film
va vers la question, est-ce que Truman va réussir à sortir? Et petit à petit, il y a cette espérance que il va finalement sortir de la caverne, si on reprend le mythe. Et la rédemption, ce sera le moment justement où il passe la porte. C'est aussi le moment d'autodétermination. Et c'est là où il y a aussi un contact avec l'Éden, mais inversé. Et c'est là où c'est pervers. C'est-à-dire que dans le récit de cet Éden, qui est un monde parfait, le seul moyen d'être heureux, c'est d'en sortir. C'est d'arriver à s'autodéterminer et à décider pour soi. Ce n'est plus le Dieu de ce monde qui décide pour toi, c'est toi-même qui vas décider pour toi ce qui est bon. Et là, on retrouve l'autodétermination qui a causé la chute de l'homme. Et là, il y a un renversement. Chez Truman, c'est présenté comme l'affranchissement et la libération. L'autodétermination, l'indépendance, l'autonomie, la liberté, c'est le Graal, quoi. Alors que dans la Bible, l'affranchissement cause l'aliénation. Et c'est là où on va parler tout à l'heure de quand on communique, c'est là où c'est fort parce qu'il y a un renversement total. Qu'est-ce qui rappelle la gloire à venir? Et puis juste sur la rédemption, alors si ça fait peut-être le lien, enfin ce que je veux dire, ça va être entre la rédemption et la gloire, c'est que cette rédemption finalement, elle est dans la rédemption, il y a le fait de quitter une condition qui était celle d'esclave pour arriver à celui d'homme libre. Mais là, ici, tu n'as que la moitié du chemin qui est faite. C'est-à-dire qu'il quitte sa condition d'esclave, de marionnette, mais pour rentrer dans les ténèbres, quoi, dans cette porte qui est noire. Et en tant que spectateur, avec ton expérience de la vie humaine et de ce que tu connais du monde réel, parce que finalement, il n'y a que ça qui lui est proposé. Je disais tout à l'heure en blaguant, 6 mois plus tard, tu l'as retrouvé mort avec une seringue dans le bras dans un motel à cause de sa dépression où il s'est suicidé. Tu sais que c'est ça qui l'attend, parce qu'une rédemption vers le monde tel qu'il ne devrait pas être, c'est pas un cadeau non plus, quoi, tu vois. Donc en fait, il est dans un espèce de dilemme d'un point de vue réel. Nous, en tant que spectateurs, c'est qu'en fait, il quitte un monde mauvais pour un autre monde mauvais. Finalement, il passe d'une pièce à l'autre, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a pas la gloire, quoi. C'est une rédemption sans gloire, sans glorification derrière. Donc, elle n'est pas complète. C'est ça. Et puis nous, en tant que spectateurs omniscients, on se dit, mais finalement, vaut mieux quelqu'un d'éclairé et qui va souffrir en conséquence de cause que quelqu'un qui est prisonnier de ses illusions et qui va souffrir malgré lui. C'est ça. Mais en fait, la souffrance demeure. Oui, c'est ça. Et la libération, elle est une libération extérieure. C'est-à-dire que le mal dans Truman Show, c'est les autres. Et c'est le monde dans lequel on est enfermé. Et si on arrive à s'affranchir des autres et du monde qu'on essaye de nous imposer, alors par l'autodétermination, on pourra être vraiment heureux. En fait, le grand manque de Truman Show, c'est que Truman est présenté que comme une victime. Et donc, on peut faire que le plaindre. Et on peut vouloir que ce qu'il sorte. Mais on n'a pas le côté obscur de Truman, entre guillemets. Non, tu le vois pas. Tu le vois pas. Et tu as presque même cette idée... Oui, c'est ça, tout à fait. Et il y a presque même l'idée que parce qu'on lui a fait un monde qui est parfait, lui c'était quelqu'un de vraiment bien, finalement quelqu'un d'innocent, quelqu'un de préservé du monde mauvais de l'extérieur. Alors que là, il y a une ironie qui est énorme aussi, c'est que alors qu'il dit, je me souviens du pitch un petit peu du truc, c'est qu'on en a marre de voir des choses factices. On veut voir de l'authentique, c'est le but de la télé-réalité, c'est de nous montrer quelque chose d'authentique. Et en fait, pour voir de l'authentique, en fait, t'as tout sauf de l'authentique, c'est que du factice, quoi. Lui-même est contrôlé, où en fait, ça se mord la queue, quoi. Tu vois, c'est très ironique. Et je pense que c'est vraiment le cas dans la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire, où de réalité, il y a que le nom, quoi. Tu vois, c'est tout sauf dans la réalité, dans ces trucs. Donc voilà, ouais, c'était juste une remarque comme ça en passant. Non, mais c'est intéressant. Sur les points de contraste, alors on a déjà mentionné quelques-uns. Ouais.
Ouais, on va peut-être pas développer trop. Est-ce que toi, tu as des gros trucs que tu vois dans les points de contraste? Bah, sur je dirais, juste d'un point de vue de Dieu, sur le Dieu créateur qui, lui, est réellement souverain, et qui n'est pas le manipulateur que l'on retrouve là avec Christophe, qui est plus pour moi au final, comme je disais, un type de Satan qu'un type de Dieu, et que ce que Dieu veut nous proposer, c'est la rédemption finalement globale, c'est-à-dire des deux mondes, tu vois, de celui de Truman et celui des téléspectateurs qui sont dans le film, pour nous conduire. Il y a un télos qui est vraiment bon, qui est vraiment glorieux, et qui apporte une vraie espérance. C'est pas juste s'échapper de la prison des autres, mais s'échapper de sa condition propre, de la prison de notre qu'on a de nous-mêmes, quoi, de notre dépravation à nous, de notre péché, qui finalement est le pire des esclavages. Et à chaque fois on dit ça, hein, sur les films, mais c'est qu'en fait la rédemption biblique est bien plus belle, et le péché tel que décrit, la dépravation de l'homme tel que décrit dans la Bible, est bien plus grave. Et finalement c'est bien plus sombre. C'est que on a besoin d'être libéré, pas juste du monde qui nous entoure, où on disait que, voilà, est-ce qu'on peut être heureux sans connaître la vérité? Bah, en fait, il faut découvrir la vérité sur soi. C'est qu'elle est bien plus sombre qu'on imagine. On est esclave de nous-mêmes, de tout ce qui nous domine, et que Dieu, lui, peut nous apporter est le seul qui peut nous apporter la rédemption, et que la rédemption ne peut pas venir de ce monde. Elle doit venir du créateur de ce monde. La rédemption n'est pas dans ce monde. Elle vient dans le monde. C'est pas la même chose. Il faut que Christ vienne, il faut que Dieu lui-même intervienne dans le monde pour nous en sauver. Ouais, mais ça, on va, si tu veux, le développer un peu plus dans communiquer, jusqu'au moment où on respine l'histoire. C'est ça. Et alors, sur un point de contact, il y a aussi un point qui est intéressant et qui est plutôt lié à un côté un peu méta du film. C'est la question épistémologique. C'est la question de la vérité et de son lien avec la réalité et la libération. Comme dans le film, alors il y a deux choses. Il y a dans l'histoire et dans le film en tant que film. Je prends la deuxième en premier. Ouais. Comme dans le film, pour que quelqu'un dans le monde change de vision du monde, il faut des choses très fortes. C'est-à-dire que c'est très compliqué de s'extraire de la vision du monde que l'on a déjà et qui nous permet, sans réfléchir, à un niveau pré-théorique, de comprendre le monde et de vivre dans le monde. Et donc en fait, souvent, quand on parle de vision du monde, on va être capable, en discutant avec les gens, de changer leur manière de voir sur certains petits points et de les faire avancer sur des petits points. Mais de changer complètement de vision du monde, ça demande une conversion, en fait. Ouais. Et pas au sens biblique, mais au sens littéral, c'est-à-dire un retournement complet. Et ça, il faut qu'il y ait des choses qui viennent secouer nos valeurs, nos croyances les plus fondamentales. Et tant qu'elles ne sont pas secouées, on ne peut pas opérer ce changement. Et ce qui est intéressant dans Truman Show, et c'est là le point de contact, c'est qu'il y a une révélation. Une révélation en fait qui est faite malgré Truman, malgré le producteur, qui est le résultat d'un accident. La révélation que le monde tel qu'il est, tel que Truman le connaît, n'est pas tel qu'il est en fait. Il se rend compte en fait qu'il ne voit pas le monde tel qu'il est vraiment. Et il se rend compte de l'illusion. Et là, c'est super intéressant parce que il y a cette idée effectivement que le film ne le présente pas comme ça et c'est pas développé. Mais en fait, ils ont été obligés de développer l'idée d'une révélation pour que Truman découvre le poteau rose. Ouais. Sans cela, en fait, il aurait perduré dans l'illusion. Ouais. Il faut qu'il y ait
une intervention extérieure comme dans Matrix, profonde. Avec Morpheus vis-à-vis de Neo. Exactement. C'est la même chose. Ouais. Euh, Il faut qu'il y ait du transcendant, il faut qu'il y ait quelque chose qui transcende le monde dans lequel tu es, quoi. Qui te montre qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Ouais. Et alors, cette fois-ci, dans l'histoire, le point de contact, et ça tu le disais, c'est que comme Truman, les hommes sont prisonniers d'une illusion. Comme Truman, la vérité les affranchira. Et comme Truman, seule la vérité et le fait de voir le monde tel qu'il est peut nous permettre d'être vraiment heureux. Mais le point de contraste principal, c'est que cela est nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire que au mieux, la vérité rend compte de notre misère et il faut l'élément de rédemption et de réconciliation avec le Créateur et de rédemption sur notre état, parce que la vérité ne montre pas que le monde est pire que ce qu'on imaginait, mais que nous sommes perdus. Et donc là, c'est le plus gros point de contraste qu'on va peut-être développer dans la troisième étape. Truman, une fois sorti de son monde idyllique, est toujours aussi perdu. C'est ça. Il n'y a pas d'amélioration, quoi. Il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de changement de qui il est. Il y a une libération extérieure, mais à l'intérieur, mais qui n'aboutit à rien de mieux, quoi. C'est ça. Il y a une libération, mais qui n'aboutit pas à quelque chose de mieux. C'est ça. C'est une libération de ses circonstances, mais pas de sa condition. C'est ça. Et lui, ça ne le sait pas. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que finalement, il ne sait pas à quoi ressemble le monde, quoi. Ouais. Non, mais franchement, c'est super, hein, ce film pour oui, pour réfléchir y a beaucoup de à choses. Tout ça, c'est fort. Ouais. Après, je trouve, moi, tu vois, dans la confrontation aussi, je trouve qu'il y a un levier qui est intéressant, c'est que si toi, le monde dans lequel tu es, il y a quelque chose qui commence à se révéler à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vouloir franchir la porte, ou est-ce que tu vas faire le choix de Truman, c'est-à-dire d'aller vers la vérité et la réalité, ou est-ce que tu vas continuer de te bercer des illusions? Et en fait, là où il y a un point fort, c'est qu'on ne retrouve pas dans le film, c'est que nos illusions, ce que tu disais, le monde, quand on croit tel qu'il est, le monde dans lequel on est, crée aussi une attraction et une séduction qui est très forte, même si on sait que c'est mauvais, même si on sait que c'est faux, parce que on fuit, et c'est la différence, c'est un point de contraste aussi, c'est que nous, on fuit la réalité, on fuit Dieu. Depuis la chute, l'homme est en fuite de Dieu et va, s'il y a un coin dans le dôme du Truman Show où il y a la porte, nous on va aller à l'autre bout, de l'autre côté où il n'y a pas de porte, quoi. Tu vois, on fuit Dieu, on fuit la révélation de Dieu et on veut se rendre sourd à ça, parce que si Dieu se révèle, alors ça veut dire qu'on perd notre autonomie, notre indépendance, et qu'on doit se présenter à lui. Et ce qui est beau avec l'évangile, c'est qu'en fait la porte s'est ouverte, mais que c'est Dieu qui est rentré dans notre monde en tant qu'homme pour nous montrer qui il est et à quoi il nous appelle et qu'est-ce que c'est que de vivre dans son royaume et pas dans le nôtre, quoi. Et qui nous a offert, c'est lui la porte. Voilà, hein, c'est Jean 10, hein, c'est lui la porte, c'est lui le berger, c'est lui le rédempteur. Et je trouve il y a deux choses intéressantes. Premièrement, il y a une inversion, c'est-à-dire que c'est assez ironique de regarder Truman Show là en 2021, parce que à l'époque, c'est vrai qu'il y a cette idée d'une société factice dans laquelle en fait on est prisonnier des illusions, ce constat et cette critique du consumérisme, etc. Ça c'est assez fort. Et en fait, cette aspiration des spectateurs à être à la place de Truman, c'est exactement
ce qui drive tout l'attrait et le succès des réseaux sociaux. Tout à fait. En fait, tout le monde veut être le héros de son monde, un monde qui est parfait, où il n'y a pas de danger, que tu qui contrôles, est hermétique. qui donne une image de toi parfaite, un avatar de toi qui est loin de celui de qui tu es en réalité. Exactement. Et si à l'époque, tout le monde aurait dit, mais purée, mais on veut que Truman soit comme nous, on veut qu'il soit affranchi de l'illusion, etc. Ouais. Aujourd'hui, on dirait, ah mais moi je vais être comme Truman, je vais être celui qu'on regarde H24, on vlog, on se construit un monde qui est parfait, où il n'y a pas de problème, où tout est beau, où on mange des choses magnifiques mais on fait jamais la vaisselle, où on n'est pas malade, où on édite ce que l'on voit, etc. Et en fait, on s'est mis à la place de Truman. On s'est soi-même enfermé dans cette illusion. On s'est christophé en fait. Ouais, et c'est ça qui est... Alors ça, c'est aussi super intéressant. Tu fais aussi référence à ce que dit Tony Reinke dans le combat des spectacles. Comment ça s'appelle ? La guerre des spectacles. Ouais. La guerre des spectacles, où il dit que les réseaux sociaux ont cette double fonction, qu'elles font de nous à la fois des spectateurs et des acteurs. C'est ça. Et aussi des producteurs. C'est ça. On produit notre propre show. C'est ça. Et c'est tellement vrai. Et le deuxième truc, je me dis, mais en tant que chrétien, tu vois, dans quelle mesure on présente pas la rédemption comme ce monde de Sea Heaven, de là où habite Truman, un monde qui est juste simple, qui est juste policé, qui est contrôlé, où en fait une espèce de moralisme simpliste, où on veut s'inoculer du monde et de ses problèmes, et on préfère fermer les yeux vers le vrai problème du péché pour pouvoir vivre tranquille. Sauver les apparences. Sauver les apparences. Ouais. Et on montre Dieu comme Christophe, en fait, le mec qui va nous faire une vie simple et sans problème. Ouais, non, c'est très vrai. Hein. Moi, j'écoutais des parents, j'avais une discussion hier avec des parents qui se faisaient du souci pour leurs enfants. Et en fait, leurs enfants disaient, mais en fait, l'église, ils parlent d'amour, mais c'est que du fake. Tu vois, alors, dans ça... T'es responsable de l'église. En tant que pasteur de cette église, ça fait très mal, tu vois, tu dis purée. Mais en fait, je me dis, mais oui, parce qu'ils voient de l'amour, mais eux ont l'impression de ne pas en être au bénéfice, quoi. Tu vois, qu'il y a de l'amour qui est donné entre des gens, mais pas envers eux, et qu'eux, ils sont là, justement, un peu comme s'ils étaient des figurants, tu vois, c'est comme s'ils n'avaient pas leur place. Et il y a un vrai défi, justement, à ne pas se bercer d'illusions et de voir le monde tel qu'il est, et l'église telle qu'elle est, pour pouvoir vivre au bénéfice de la grâce, de la rédemption. Il faut accepter déjà de voir le péché là où il est et les manquements là où ils sont, quoi, et de pas mettre ça sous le tapis et sauver les apparences et mettre une couche de vernis ou une couche de peinture alors que c'est moisi en dessous, quoi. Ouais. Ça, c'est important. Ok, bah écoute, c'était riche, hein. C'était riche comme riche. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce film. Les amis, si vous avez d'autres films qui vous intéressent, ou vous dites ça vaut le coup que Raph et Matt aient un prétexte de se regarder un film tranquillou, n'hésitez pas à nous les recommander. C'est avec joie qu'on fait ça, c'est toujours intéressant. On espère que ça vous est utile. Vous pouvez retrouver notre grille d'analyse. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vous pouvez l'utiliser en groupe ou quand vous regardez un film avec des amis ou un groupe de jeunes ou un groupe de maison. Voilà, ça peut être une bonne activité à faire, c'est intéressant, c'est éducatif, ça aiguise notre vision biblique du monde. Et on la retrouve où, la grille ? Eh bien, vous vous demandez, eh bien, on la retrouve sur notre site, on la retrouve dans Memento Mori, on la retrouve sur une page particulière. Mais qu'on mettra en lien dans la description. Donc et qu'on mettra en lien dans la description. Voilà, merci de nous sauver. Pas de panique. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Bien, Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, on se retrouve la semaine prochaine, Raph, pour un sujet qui fait écho à ce dont on vient de parler. D'ailleurs, on pourra utiliser Truman Show
comme exemple ici ou là dans notre discussion de la semaine prochaine. On verra si c'est opportun. On verra, tout à fait. Nous allons parler, confronter, en fait, mettre côte à côte pour soulever les contrastes du cynisme et de l'optimisme. Deux attitudes de cœur, de vision du monde, de prisme par lequel on analyse le monde qui nous entoure, qui sont très présents, et surtout l'optimisme, pardon, non, tout l'inverse, surtout le cynisme qui grandit de plus en plus et qui, je pense, tiendra toujours plus de place. Et c'est intéressant de regarder. Ouais, c'est ça, il y a un mélange des deux, et c'est ça qui est... En fait, les limites de chacun font que les deux essayent de cohabiter, mais ça crée un truc encore plus dégueu. Et les deux encouragent l'autre et aiguisent l'autre, parce qu'il n'y a rien de pire pour un cynique de voir un optimiste en face de lui. Et quand l'optimiste voit le cynique, il va à tout prix le convaincre que ça va bien aller, quoi. Donc, j'ai une blague, Raph. C'est un cynique, un optimiste et un pragmatique qui rentre dans un bar. Alors, je te le dis, le cynique, il voit le verre à moitié vide, l'optimiste à moitié plein, et le pragmatique, il le boit. Ah, pas mal. C'est ça, non? Je sais pas, elle n'existait pas, mais on peut la faire comme ça. Et ben, elle était très drôle. Merci pour ce bon moment. Allez. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, lundi prochain. En attendant, faites pas vos cyniques, mettez 5 étoiles, mettez un petit commentaire. Voilà, tout à fait. Parce que ça nous libérera, parce qu'en fait, on vit dans un studio en permanence, et on ne peut pas sortir de ce studio. Et si vous nous mettez des étoiles, on va pouvoir casser le mur et nous confronter à la vie réelle aussi. Et ça fera du bien. Allez Mathieu, bonne semaine. Salut Raph, bonne semaine. Au revoir à tous.